Un fermier ruiné voit une mère célibataire avec 2 enfants dans la rue, et ce qu'il fait change sa vie à jamais. Les matins de novembre sur la plaine de Limoges avaient un silence particulier, pas celui doux et paisible que l'on associe aux campagnes endormies, mais un silence tendu, raide comme la toile d'un vieux sac de jute, où chaque craquement sous les bottes semblait rappeler ce qui avait été perdu. Étienne Moreau, 54 ans, avançait lentement entre les sillons abandonnés de ce qui fut autrefois sa fierté. Une vaste exploitation de blé doré, autrefois réputée pour la qualité de sa farine et pour la droiture de son maître. Il n'y avait plus de champs à moissonner, plus de travailleurs au lever du soleil, plus de camions chargés au crépuscule. Il ne restait que la terre nue, craquelée par les étés sans pluie, et les bâtiments vides, dont les tuiles tombaient une à une, comme les souvenirs d'un passé qu'on n'arrivait plus à retenir. Les tracteurs étaient silencieux, alignés comme des géants endormis dans la grange froide. Le dernier employé était parti au début du printemps, après avoir accepté une offre dans une coopérative voisine. Étienne n'avait pas tenté de le retenir. À quoi bon? Il ne pouvait plus payer personne. Les dettes s'étaient empilées plus vite que les bottes de foin. Les banques, d'abord compréhensives, s'étaient transformées en créancières impitoyables. Le blé n'avait pas résisté aux 3 étés de sécheresse. La terre, elle-même, semblait l'avoir abandonné. Mais plus dur encore avait été l'abandon de Camille, sa fille unique. Elle était partie 2 ans plus tôt, dans une dispute sans crime et lourde de reproches. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait tout sacrifié pour cette terre, y compris leur relation. Elle n'avait pas écrit depuis. Chaque matin, Étienne suivait le même rituel. Café noir, une tournée des anciens enclos, un regard vers les champs stériles, puis il s'asseyait sur la vieille chaise en bois face à la fenêtre de la cuisine, observant le monde sans y prendre part. Il lisait peu, parlait encore moins. Sa voix s'était rouillée avec le temps, comme les gonds de la porte du hangar. Ce jour-là, un vent sec soufflait à travers les feuillages brunis du petit bois derrière la maison. Étienne sortit un peu plus tôt que d'habitude pour aller chercher du pain et quelques conserves au marché du village. Il avait appris à acheter juste assez, ni trop ni pas assez pour tenir la semaine. Le marché n'était plus une sortie agréable, mais une nécessité discrète. Les regards qu'on lui jetait, pleins de pitié ou d'interrogation, lui rappelaient ce qu'il était devenu, un homme qu'on respecte en silence mais dont on parle dès qu'il tourne le dos. Le long de la route départementale, les arbres perdaient leurs dernières feuilles. Étienne conduisait son vieux utilitaire comme on manie une bête blessée, avec précaution, sachant que tout pouvait s'arrêter d'un moment à l'autre. L'autoradio, muet depuis des mois, renvoyait seulement le bruit du moteur et de ses propres pensées. Il n'attendait plus rien. Ni miracle, ni retour. Juste un hiver de plus à traverser, un de plus sur une liste qui s'allongeait. Il y avait quelque chose de calme dans cette résignation, quelque chose de solide aussi. Mais derrière cette façade, quelque chose manquait. Une chaleur, un sens. Lorsqu'il coupa le moteur devant l'épicerie, personne ne leva les yeux. Il prit son panier, entra, salua d'un hochement de tête la gérante qui lui rendit son salut du bout des lèvres. Les gestes étaient mécaniques. Il n'était plus vraiment un client, seulement un fantôme familier. Sur le chemin du retour, les yeux d'Étienne se posèrent machinalement sur les champs. Mais ce matin-là, quelque chose attira son attention. Un détail étrange dans ce paysage trop familier. Sur le bas-côté, à l'ombre d'un panneau effacé, il crut voir une silhouette. Puis 2 autres, plus petites, blotties contre elle. Il ralentit un peu. Une femme assise sur un sac, enveloppée dans un manteau trop fin pour la saison, le regard baissé. 2 enfants étaient serrés contre elle. Ils ne faisaient pas de geste, ne levaient pas la main. Ils étaient là, simplement, immobiles, dans le froid du matin. Étienne ne s'arrêta pas. Il continua sa route comme s'il n'avait rien vu. Le silence dans l'habitacle devint plus lourd. Ses mains restaient serrées sur le volant, plus fort qu'à l'accoutumée. Il ne comprenait pas pourquoi cette image le dérangeait autant. Des gens en difficulté, il en avait croisé, entendu, parlé. Mais quelque chose dans cette scène avait remué un coin profond de lui-même qu'il croyait éteint. Quand il arriva à la ferme, il descendit du véhicule plus lentement que d'habitude. Il posa les sacs sur la table, fit chauffer de l'eau, s'assit devant la fenêtre comme chaque jour. Mais ce matin, il ne regardait pas les champs. Il regardait ailleurs, en dedans. Et pour la première fois depuis longtemps, la solitude ne lui parut plus simplement une habitude. Elle lui parut insupportable. Le lendemain matin, le ciel était couvert d'un gris pesant,
comme si le jour hésitait à se lever. Étienne prit son café debout, face à l'évier, regardant l'eau couler doucement du robinet, sans raison particulière. Il avait mal, dormi. Des images floues, des ombres d'enfants blottis contre une silhouette frêle revenaient hanter ses pensées. Il se souvenait des regards évités, de cette absence de demande, ce silence oppressant. Il n'y avait pas de panneau, pas de pancarte, pas même un mouvement du bras. Juste 3 êtres humains posés là, invisibles dans un monde qui n'avait plus le temps de s'arrêter. Étienne essaya de chasser l'image en vain. Il enfila sa vieille veste de travail, attrapa son bonnet et sortit vérifier les outils, laissés dans la grange. Il marcha dans la cour boueuse, mais même les gestes les plus routiniers lui paraissaient décalés. Il s'agenouilla un moment pour ramasser une pièce rouillée au sol, puis la reposa sans la nettoyer. Son esprit était ailleurs. Au milieu de la matinée, il prit une décision sans vraiment y penser. Il retourna dans la cuisine, ouvrit le garde-manger, prit une boîte de biscuits secs, du pain de la veille et du fromage. Il déposa le tout dans une vieille boîte en carton. Ensuite, il passa dans la remise, attrapa 2 couvertures usées mais propres, les roula serrées et les fixa avec de la corde. Avant de sortir, il jeta un dernier coup d'œil à l'intérieur de la maison, comme s'il attendait que quelque chose ou quelqu'un lui dise de rester. Rien ne le retint. Il monta dans l'utilitaire et reprit la même route que la veille. Son cœur battait plus vite qu'à l'ordinaire. Il ne savait pas ce qu'il allait dire. Il ne savait même pas s'il serait encore là. Peut-être avaient-ils continué leur route. Peut-être étaient-ils des passagers fugaces de cette portion de vie qu'il avait traversée par hasard. Mais en approchant du virage où il les avait vus, Étienne ralentit instinctivement. Et ils étaient là, exactement au même endroit. La femme était assise, recroquevillée, tenant un des enfants contre elle, tandis que l'autre dormait, la tête posée sur un sac. Le vent avait forci, et les feuilles mortes tourbillonnaient autour d'eux. L'un des garçons avait les joues rougies par le froid, ses petites mains rentraient dans les manches trop longues d'un pull trop mince. Étienne coupa le moteur et resta assis un moment, les 2 mains sur le volant. Il inspira profondément, puis ouvrit la portière. Le bruit de ses pas sur le gravier fit lever les yeux de la femme. Elle ne dit rien. Son regard n'était ni agressif ni suppliant, juste fatigué. « Bonjour » dit-il d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Elle inclina légèrement la tête, sans répondre. « J'ai apporté quelque chose, du pain et des couvertures » ajouta-t-il en montrant la boîte. Le plus jeune garçon leva la tête. Ses yeux étaient grands, brillants, mais il resta muet. Étienne posa la boîte doucement, à une distance respectueuse, puis recula de quelques pas. Il ne voulait pas les effrayer. « Il fait froid. Vous pouvez venir chez moi. C'est pas loin. Il y a une cheminée. Et du thé, si vous aimez. » Ça, la femme le regarda longuement. Elle observa ses mains calleuses, sa veste élimée, son bonnet tiré sur les oreilles. Étienne sentait chaque seconde s'allonger comme une corde tendue. Finalement, elle baissa les yeux vers ses enfants, puis vers la boîte. Elle ne dit toujours rien, mais il vit qu'elle serrait plus fort l'épaule de l'un des garçons. Après un silence, elle prononça presque à voix basse. « Vous vivez seul ?»« Oui, répondit Étienne. Vous attendez quelqu'un ?» Il secoua la tête. Elle sembla peser le pour et le contre. Elle regarda la route, vide à perte de vue. Puis, sans un mot de plus, elle aida les enfants à se lever. Le plus grand prit la main de son frère, l'autre agrippa le manteau de sa mère. Ensemble, ils avancèrent vers le véhicule d'Étienne. Il ouvrit la porte arrière, les laissa monter. La femme ne sourit pas, mais ses yeux remercièrent. Le trajet jusqu'à la ferme se fit en silence. Étienne jetait parfois un coup d'œil dans le rétroviseur. Les enfants regardaient autour d'eux, curieux mais silencieux. La femme gardait le regard fixé sur ses genoux. Quand ils arrivèrent, Étienne les guida à l'intérieur. La chaleur du poêle à bois emplit peu à peu la pièce. Il installa les couvertures sur le canapé, alluma une bougie sur la table, servit du thé chaud dans des tasses dépareillées. Il ne posait pas de questions. Il n'en avait pas le droit. La femme donna un bout de pain à chaque enfant, puis s'assit en silence. Étienne s'éloigna dans la cuisine, leur laissant l'espace. Il se sentait maladroit, comme un étranger dans sa propre maison. Pourtant, il savait qu'il avait bien fait, même si demain il repartait, même s'il ne disait jamais un mot de plus, car en cet instant précis, quelque chose dans cette maison venait de changer.
Le silence, pour la première fois depuis longtemps, n'était plus vide. Il était habité. La nuit tomba rapidement, enveloppant la ferme d'un silence dense, presque palpable. À l'intérieur, la chaleur du poêle créait une atmosphère feutrée, mais Étienne ne parvenait pas à s'apaiser. Il avait installé la femme et les enfants dans l'ancienne chambre d'amis, celle qui n'avait pas été utilisée depuis des années. Il y avait secoué les draps, nettoyé à la hâte, placé une lampe de chevet et une bassine d'eau. Il n'avait pas dit grand-chose, et lui non plus. Les mots semblaient inutiles, presque déplacés. Il s'assit seul dans la cuisine, la tasse de café refroidie entre les mains. Ses yeux fixèrent le poêle, mais ce n'était pas le feu qu'il voyait. C'était cette image, encore et encore, de deux petits corps recroquevillés contre leur mère au bord de la route. Il entendait le souffle court de l'un d'eux, les doigts rougis de froid, le silence contenu dans leur regard. Et cette question, lancinante, s'imposait à lui sans qu'il puisse la faire taire. Et si c'était Camille? Il ne s'était pas posé cette question depuis longtemps. Sa fille, il l'avait toujours imaginée à Paris, en sécurité, entourée, en colère peut-être, mais loin du besoin. Pourtant, cette vision soudaine, brutale, l'avait ébranlé. Il se souvenait de Camille à 8 ans, endormie sur le siège arrière du même utilitaire, les cheveux en bataille, tenant son ours en peluche. Il se souvenait de ses réveils fiévreux, de ses pleurs lorsqu'elle avait peur du tonnerre. Et maintenant, face à ses 2 enfants étrangers, c'était cette même vulnérabilité qui lui sautait au cœur. Étienne n'était pas un homme d'élan, encore moins de gestes impulsifs. Sa vie avait été rythmée par la rigueur des saisons, la précision des semis, la lenteur des récoltes. Mais depuis 2 jours, tout semblait avoir basculé. Il se levait en sursaut, entendait des bruits imaginaires, pensait à des visages qu'il ne connaissait pas. La présence de ces 3 inconnus dans sa maison perturbait chaque fibre de son quotidien. Dans la pièce voisine, il entendait des bruits étouffés, une toux, le froissement d'un drap. Il se leva doucement, approcha de la porte entr'ouverte. Par la fente, il aperçut la femme assise sur le lit, le plus jeune garçon endormi sur ses genoux, l'autre recouvert jusqu'au menton. Elle ne bougeait pas, le regard perdu, absente. Il retourna dans la cuisine, se servit un autre café, plus par habitude que par envie. Il se souvenait d'une phrase que son père répétait souvent. « On ne refuse pas l'abri à quelqu'un qui a froid ». À l'époque, cela ne signifiait pas grand-chose. Maintenant, cela prenait tout son sens. La nuit avança. Étienne s'installa dans son fauteuil, une couverture sur les jambes, les yeux fixés au plafond. Il repensait à tout ce qui avait précédé ce moment. Les années de travail, les espoirs, les sécheresses, les lettres de la banque, et ce silence progressif, cette perte lente de ce qui faisait sa vie. Et puis cette image, encore, celle qui revenait comme un écho insistant. 2 enfants sur le bord d'une route, une femme droite malgré l'épuisement, le vent balayant leurs vêtements trop légers. Et si c'était Camille? La question lui vrillait l'esprit. Il n'avait pas été un mauvais père, pensait-il, juste un homme pris dans une lutte constante contre la nature, contre le temps, contre les chiffres. Mais à force de se battre, il avait oublié pour qui il se battait. Camille lui avait souvent dit « Tu parles plus à tes chants qu'à moi ». Il avait ri à l'époque. Maintenant, il ne riait plus. Le lendemain, il se leva tôt. Le jour pointait à peine, les brumes glissaient sur les champs comme un voile. Il ouvrit les volets avec précaution pour ne pas réveiller ses invités. Il prépara du café, fit chauffer du lait, sortit les restes de pain, quelques pommes, un pot de confiture. Il ne savait pas ce qu'ils aimaient. Il voulait simplement qu'ils aient quelque chose à manger. Lorsque la femme entra dans la cuisine, le plus jeune sur les talons, il se redressa un peu mal à l'aise. « Bonjour » dit-elle doucement. « Bonjour » répondit-il en lui tendant une tasse. « Vous avez bien dormi ?»« Aussi bien que possible, merci. » Le petit garçon grimpa sur une chaise, yeux baissés, mains croisées. Étienne posa devant lui un morceau de pain et un verre de lait tiède. Il sourit timidement. Un début. Ils mangèrent en silence, chacun dans ses pensées. Étienne les observait du coin de l'œil. Les enfants étaient calmes, presque trop. Il y avait dans leur façon de manger une prudence, une retenue qui trahissait l'habitude de manquer. La femme, elle, restait droite, presque distante, mais ses yeux étaient moins durs. Étienne hésita, puis prit la parole. « Je ne vous demande pas de rester, mais tant que vous en avez besoin, la porte est ouverte. » Elle ne répondit pas tout de suite.
Elle fixait sa tasse, les doigts serrés autour. « Merci, dit-elle enfin. C'est plus que ce qu'on nous a offert depuis longtemps. » Cette phrase résonna étrangement dans la cuisine. Elle était simple, mais lourde d'un vécu que lui ne connaissait pas. Étienne hocha simplement la tête. Il ne poserait pas de questions. Pas encore. Le moment viendrait. Mais au fond de lui, cette certitude grandissait. Il ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait vu. Pas seulement par charité, pas seulement par devoir, parce que quelque part il savait que cette rencontre allait changer quelque chose, et parce qu'il ne pouvait plus supporter l'idée que, dans un autre coin de pays, Camille puisse un jour se retrouver seule, sous le froid, invisible. Étienne se leva avant l'aube. Le ciel était encore noir, et l'air piquait les narines avec cette morsure propre au matin d'automne profond. Il avait à peine dormi, agité par une pensée fixe, presque enfantine. Il voulait leur apporter quelque chose de chaud, pas simplement à manger, pas juste un abri temporaire, quelque chose de plus. Il ne savait pas encore quoi, mais l'idée le poussait à bouger. Il se surprit à fouiller dans les armoires, à chercher des vêtements oubliés, des écharpes, des chaussettes épaisses. Il trouva un vieux pull en laine que Camille lui avait offert pour un Noël d'avant, encore en bon état. Il le posa avec soin sur la chaise. Ensuite, il retourna à la cuisine, pétrit un peu de pâte pour faire des pains simples et prépara une soupe avec les légumes de la cave. L'odeur chaude se répandit lentement, envahissant les pièces encore sombres de la maison. Quand la femme, Claire, il ne le savait pas encore, entra dans la pièce avec les deux garçons, elle s'arrêta, surprise. Les enfants levèrent les yeux vers Étienne, qui servait le potage dans de grands bols ébréchés. Ils s'assirent sans parler. Mais il y avait dans leur mouvement une sorte de relâchement. Pas un confort, mais une pause. Une trêve. Étienne ne demanda rien. Il les observa manger, buvant lui aussi sa soupe, écoutant les bruits simples des cuillères contre la céramique. Quand ils eurent fini, il se leva, rangea les bols et leur dit qu'il allait sortir travailler un peu dehors. Il proposa aux enfants de l'accompagner, leur montrant les bottes de Camille rangées dans un coin. Le plus grand hocha la tête. Le plus jeune hésita, puis suivit. Ils marchèrent dans la cour, Étienne montrant le jardin envahi par les herbes, les outils rouillés, les arbres dénudés. Il ne savait pas pourquoi il faisait cela. Peut-être voulait-il simplement qu'il voie que cette terre aussi était en convalescence, qu'elle avait connu des jours meilleurs, et que lui-même ne savait plus très bien comment y croire. Les enfants touchaient les feuilles, regardèrent les poules, observaient les pots vides de la serre abandonnée. Claire restait en retrait. Elle avait observé, méfiante d'abord, puis étonnée. Étienne ne parlait pas beaucoup, mais chaque geste semblait dire quelque chose. Il ne cherchait pas à les impressionner. Il faisait simplement ce qu'il savait faire, s'occuper de la terre, prendre soin sans en avoir l'air. Dans l'après-midi, il alluma un feu dans la cheminée et installa une grande bassine d'eau chaude pour que les enfants puissent se laver. Il tendit à Claire une pile de serviettes propres. Elle les prit sans un mot, mais son regard était différent, moins tendu, comme si elle commençait à comprendre que cet homme ne cherchait rien, ni gratitude, ni admiration. Juste à faire, ce qu'il croyait juste. Ce soir-là, ils partagèrent un repas simple mais chaud. Étienne raconta quelques anecdotes sur les saisons passées, sur les lapins qui grignotèrent les semis, sur une fois où un coq avait poursuivi un livreur. Les enfants rirent timidement. Claire esquissa un sourire, discret, presque involontaire. Étienne sentit quelque chose se détendre en lui, une corde qu'il n'avait pas remarqué être tendue. Quand il monta se coucher, il s'arrêta un instant sur le seuil du couloir. Il regarda la lumière sous la porte de la chambre des invités, entendit une voix de femme raconter une histoire, puis les rires étouffés des enfants. Il resta là quelques secondes, puis monta lentement les escaliers, le cœur un peu plus léger que la veille. Le lendemain, en ouvrant les volets, il découvrit Claire assise dans le jardin, les enfants autour d'elle. Elle tenait un vieux carnet et écrivait, parfois interrompue par une question ou un rire. Elle leva les yeux vers lui, ne sourit pas, mais hocha la tête. Un salut simple, mais chargé d'acceptation. Ce geste, ouvrir sa porte, offrir un bol de soupe, partager un feu, n'avait pas été prémédité. Il l'avait fait sans réfléchir, poussé par un besoin instinctif d'agir. Mais il sentait déjà que ce geste changeait quelque chose, pas seulement pour eux, pour lui aussi.
Il fallut 3 jours pour qu'Étienne entende enfin son nom. 3 jours de cohabitation, silencieuse, de gestes prudents et de regards mesurés. Claire, c'est ainsi qu'elle s'était présentée, un matin brumeux, où les enfants observaient un hérisson qui longeait les pierres du mur de la grange. Étienne l'avait saluée comme chaque matin, et au lieu de répondre par un simple signe de tête, elle s'était levée, droite, les mains jointes, et avait dit « Claire, Claire Dubois ». Il n'avait pas insisté. Il s'était contenté d'un hochement de tête et avait répondu « Étienne, Étienne Moreau ». Le nom flotta un instant dans l'air frais, puis disparut comme une vapeur. À partir de ce moment, une forme de reconnaissance réciproque s'était installée. Elle ne faisait plus semblant de ne pas exister, et lui ne faisait plus semblant de ne pas s'attacher. Les enfants aussi s'ouvraient lentement. Le plus jeune, Mathis, avait un regard curieux et une manière de se cacher derrière les jambes de sa mère, mais il acceptait désormais les tartines d'Étienne sans peur. L'aîné, Julien, montrait déjà des signes de responsabilité prématurés. Il aidait à mettre la table, posait des questions sur les outils, regardait les gestes d'Étienne avec attention. Ce jour-là, alors qu'il ramassait les feuilles mortes près de l'ancien poulailler, Étienne proposa à Claire de s'asseoir un moment. Il lui offrit une tasse de tisane chaude, préparée avec des herbes sèches trouvées au fond du buffet. Elle accepta sans un mot, s'assit sur la vieille chaise en bois et resta là, à regarder les enfants courir. « Ils sont solides », dit Étienne en désignant les garçons. Claire hocha la tête. Elle les suivait du regard, mais quelque chose en elle était ailleurs. Il y avait dans sa posture, dans la façon dont elle tenait sa tasse à 2 mains, une fatigue plus profonde que celle du corps. « Vous venez de loin ?» demanda-t-il. « De Toulouse », répondit-elle après un long silence. Elle ne développa pas. Il ne demanda pas plus. Il avait appris avec les années que les silences disaient souvent plus que les mots. « J'étais aide à domicile, une vieille dame. Elle est morte cet été. » Et puis, elle ne termina pas. Le regard fixé sur la vapeur qui montait de la tasse, elle semblait compter les jours. Étienne n'interrompit pas. Il se contenta d'être là, assis à côté, les mains sur les genoux. Le propriétaire a vendu l'appartement. Pas de contrat stable, pas de garantie. Les refuges sont pleins, les assistantes sociales débordées. Et puis, un jour, on n'a plus où aller. Elle parlait lentement, comme si chaque mot coûtait un effort. Étienne écoutait, le dos droit, le visage neutre. Ce n'était pas de la pitié, c'était une écoute réelle, attentive. J'ai encore mes papiers, mais plus de téléphone, plus d'adresse. J'ai juste mes fils. Elle les désigna du menton. Julien construisait une pyramide de pierre. Mathis faisait semblant d'être un avion. Ils ne savent pas tout. Je préfère qu'ils croient qu'on est en voyage. Elle se tut. Étienne ne dit rien. Il savait ce que signifiait le poids du silence, celui qu'on porte pour ne pas effrayer ceux qu'on aime. Il l'avait vu chez sa femme dans les dernières semaines avant leur séparation. Il l'avait senti chez Camille dans les dernières années, quand leurs échanges se réduisaient à des phrases banales, dépourvues de sens. « Vous avez de la famille ?» demanda-t-il avec douceur. Claire secoua la tête. « Non. Enfin, pas que je contacte. Ma mère est à Lyon, je crois. On ne se parle plus depuis des années. Mon père, je n'ai jamais vraiment su. » Une autre pause. J'ai grandi avec l'idée qu'il fallait se débrouiller seul. Je l'ai fait, jusqu'à ce que je n'y arrive plus. Elle dit cela sans rancune, comme un constat. Étienne pensa à Camille. Il se demanda si elle pensait de lui la même chose. Si elle s'était dit un jour « je ne peux plus continuer avec lui ». « Et vous ?» finit-elle par demander. Il fut surpris. Cela faisait longtemps que personne ne lui avait demandé quoi que ce soit sur sa vie. « Moi ? J'ai toujours vécu ici. C'était la ferme de mon père. Et avant lui, celle de mon grand-père. J'ai cultivé du blé pendant 30 ans, jusqu'à ce que la terre se fâche. » Elle le regarda intriguée. 3 étés de sécheresse, plus de réserve. Les banques n'attendent pas que les nuages reviennent. Elles veulent des bilans, pas des prières. Il esquissa un demi-sourire amer. « Et votre famille ? Ma femme est partie, il y a longtemps. Ma fille, elle vit à Paris. On ne se parle plus beaucoup. C'est difficile, parfois, dit-elle. Il acquiesça. Oui, mais ça ne m'a jamais empêché de croire qu'elle va bien. Et vous croyez encore à quelque chose ? Claire ne répondit pas. Elle posa la tasse vide à côté d'elle,
observa les enfants, puis dit simplement « Je crois qu'il faut continuer. » Même quand on ne sait pas pourquoi. Étienne hocha la tête. Il comprenait, parfaitement. Cela faisait maintenant un peu plus d'une semaine que Claire et ses enfants s'étaient installés dans la ferme d'Étienne. Une semaine de matins silencieux, de tâches partagées, de regards qui peu à peu se faisaient moins méfiants. Julien aidait parfois à porter les seaux d'eau. Mathis montrait un intérêt marqué pour les œufs que les rares poules survivantes laissaient encore au petit matin, et Claire, avec une rigueur discrète, avait commencé à ranger, balayer, nettoyer des coins de la maison qu'Étienne avait laissés à l'abandon depuis des mois. Mais à l'extérieur de ce fragile équilibre, le monde recommençait à parler. Et dans les villages comme celui de Saint-Hilaire, les mots circulent, vite, surtout lorsqu'ils n'ont pas encore de faits précis sur lesquels s'appuyer. Le jeudi suivant, Étienne se rendit au marché comme à son habitude, bien qu'il y allait désormais avec une tension sourde dans le ventre. Il savait que les regards allaient changer, qu'on allait l'interroger d'un simple froncement, de sourcils ou d'un soupir en coin. Il ne s'était pas trompé. Dès son arrivée, il sentit les silences trop appuyés, les saluts plus rares. Une vieille femme qu'il connaissait depuis l'enfance lui lança un regard aussi tranchant qu'un couteau de cuisine. Un jeune agriculteur fit mine de ne pas l'avoir vu. Étienne acheta ses pommes et son pain sans un mot, et au moment de payer, la boulangère, qui autrefois échangeait toujours quelques mots avec lui, dit simplement « On m'a dit que t'avais du monde chez toi. » Il leva les yeux. Elle le regardait sans malveillance, mais avec cette curiosité sèche des gens qui veulent comprendre sans jamais demander franchement. « Oui, répondit-il, une femme, avec 2 enfants. Et tu les connais depuis quand ?» Il hésita à répondre. Il n'aimait pas ce ton, cette intrusion. Mais il ne voulait pas non plus mentir. Depuis qu'ils sont apparus au bord de la route, il faisait froid, il n'avait rien. La boulangère hocha la tête sans rien dire, mais ses yeux disaient autre chose, « Tu vas le regretter. » Étienne prit son pain et sortit. Dans la rue principale, il croisa Gérard, son ancien voisin de parcelle, un homme solide, la soixantaine, ancien camarade de chasse et compagnon de bien des récoltes. Il s'était éloigné depuis les difficultés financières d'Étienne, mais les salutations étaient restées cordiales. Cette fois, Gérard vint à lui d'un pas décidé. « Étienne, Gérard, faut que je te parle. » Ils s'arrêtèrent sous l'auvent d'un vieux hangar désaffecté. Gérard croisa les bras. « C'est vrai ce qu'on dit? Que t'as hébergé une inconnue avec 2 gosses ?» Étienne soutint son regard. « Oui. Et alors? Tu la connais? Tu sais d'où elle vient? Elle s'appelle Claire. Elle a perdu son emploi, a été mise à la rue. Elle avait besoin d'aide. » Gérard serra les lèvres. « Étienne, je te connais. T'es pas du genre à faire dans la charité. Alors je te le demande franchement. Tu sais à quoi tu t'exposes. T'as encore des dettes, non? Et si elle t'utilise, si elle te manipule, tu penses à ta fille, à ta réputation. » Le mot « réputation » résonna plus fort qu'il ne l'aurait cru. Étienne baissa les yeux un instant, puis les releva. « Ma réputation? Je vis seul dans une ferme vide. Je parle à personne, je sors à peine. Je crois que j'ai plus grand-chose à perdre de ce côté-là. » Gérard pinça les lèvres, secoua la tête. « Tu veux jouer au héros, fais-le, mais ne viens pas te plaindre si ça tourne mal. » Il partit sans attendre de réponse. Étienne resta là quelques instants, à regarder la rue se remplir de passants. Il savait que les paroles de Gérard n'étaient pas méchantes, mais elles portaient la peur que tout le monde partageait dans ces coins de terre, celle d'être trahi par la nouveauté, de voir le peu qu'on possède disparaître à cause de quelqu'un qu'on ne connaît pas. De retour à la ferme, Étienne retrouva Claire agenouillée dans le jardin. Elle arrachait les mauvaises herbes qui avaient envahi les bordures. Julien jouait non loin avec des bâtons. Mathis dormait sur une couverture posée à l'ombre du noyer. Il s'approcha, s'accroupit près d'elle. « Les gens commencent à parler, dit-il sans détour. » Claire s'arrêta, releva la tête. Elle ne sembla ni surprise ni blessée, juste résignée. « Ils parlent toujours. Ça ne change jamais. Ce n'est pas grave. » Étienne la regarda avec une forme d'admiration. Elle ne demandait rien, ne s'excusait pas, ne fuyait pas. Elle restait. « Je voulais juste que vous le sachiez, ajouta-t-il. « Merci, répondit-elle doucement. Ils restèrent un moment ainsi, à genoux dans la terre froide, unis par un silence bien différent de ceux d'autrefois. Un silence de confiance,
un silence habité. Les jours qui suivirent apportèrent un vent nouveau à la ferme Moreau. Ce n'était pas une transformation soudaine, ni un miracle, juste un changement subtil, comme l'apparition discrète des premières pousses après un hiver long. Claire, sans jamais demander, s'était mise à prendre soin des choses. Elle balayait les marches de pierre, réparait les rideaux déchirés, nettoyait les vitres qu'Étienne n'avait pas touchées depuis des mois. Elle ne parlait pas de projet, mais ses gestes racontaient autre chose, une volonté silencieuse de reconstruire, même sur des ruines. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner en silence, elle posa doucement sa tasse et dit « Il y a une serre, non ?» Derrière la grange. Étienne leva les yeux, surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle mentionne cet endroit. Il n'y allait plus depuis longtemps. La structure était encore debout, mais les vitres étaient sales, certaines cassées, les tables en bois vermoulu. Oui, elle n'a pas servi depuis 5 ou 6 ans. Après les premières sécheresses, j'ai tout laissé. Claire hocha simplement la tête. On pourrait y planter quelque chose, des légumes simples, des herbes. On n'a pas grand-chose, mais ça pourrait aider. Il la regarda longuement. Ce qu'elle proposait ne relevait pas de l'espoir aveugle. C'était une proposition concrète, raisonnable, possible, mais il sentit en lui une résistance. Pas contre elle, pas contre l'idée, contre lui-même. Il avait appris à ne plus attendre, à ne plus croire à la croissance. La terre, il l'avait crue morte. « C'est beaucoup de travail », répondit-il. « Enfin, il faut nettoyer, remplacer les vitres, changer la terre. On peut y aller un peu chaque jour. Je ne dis pas qu'on va nourrir tout le village, mais ça nous occuperait. Et les enfants pourraient apprendre. Julien adore toucher les plantes. » Elle n'insista pas. Elle se leva, débarrassa sa tasse. Étienne resta assis, pensif. L'idée faisait son chemin. Le lendemain, il sortit les clés rouillées du vieux cabanon et ouvrit la porte de la serre. L'odeur de terre humide, de moisissure et de bois pourri l'envahit. Il toussa, recula, puis entra à nouveau. Claire arriva peu après avec un seau et un balai. Ensemble, sans un mot, ils commencèrent à vider les pots brisés, à retirer les débris. Julien, curieux, balaya les coins, cherchant des insectes. Mathis trottina d'un bout à l'autre, ravi de découvrir un nouveau terrain de jeu. Au fil des jours, la serre reprit forme. Étienne retrouva ses gestes anciens, ceux qu'il croyait avoir oubliés. Il montra à Claire comment préparer un mélange de terre et de compost, comment arroser sans excès. Elle écoutait avec attention, apprenait vite. Leurs mains se salissaient, mais il y avait une propreté nouvelle dans leur regard. Un après-midi, Claire revint du marché avec un petit sac de graines, tomates, carottes, courgettes, basilic. Elle avait échangé quelques services contre les sachets. Étienne les examina comme on examine un trésor. Il ne dit rien, mais elle vit dans ses yeux une lueur qu'il n'avait pas eue depuis longtemps. Ils semèrent ensemble, rangée après rangée. Claire traçait les sillons, Étienne posait les graines, Julien les recouvrait de terre. Mathis chantait une comptine apprise Dieu sait où. Il y avait, dans cette activité modeste, une forme de renaissance. La terre répondait, doucement, mais elle répondait. Le soir, alors qu'il se lavait les mains dans l'eau froide, Claire dit simplement « Merci de me laisser faire ça ». Étienne la regarda. Il comprit qu'elle ne parlait pas seulement du jardinage. Elle parlait de cette place dans la maison, de cette vie partagée. Il hocha la tête. « Merci de vouloir le faire ». Le lien entre eux grandissait, tissé de silence, de gestes répétés et de confiance lente. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était un lien. Et un matin, alors que la lumière filtrait à travers les vitres nettoyées de la serre, une première pousse verte apparut, fragile, mais bien vivante. Étienne s'agenouilla devant elle, la toucha du bout des doigts. Il appela Claire. « Viens voir ». Elle s'approcha, les enfants sur ses talons. Ils regardèrent tous ensemble cette tige minuscule, tremblante sous la lumière. « C'est un début, dit-elle. » Étienne acquiesça. « Oui, un début. » Le printemps avançait à pas feutrés, les jours s'allongeaient, la lumière devenait plus douce et la serre bruissait désormais de petites pousses qui réclamaient chaque jour leur part de chaleur et d'attention. Claire et Étienne travaillaient côte à côte avec une régularité qui n'avait plus besoin de mots. Les enfants, eux, s'épanouissaient à vue d'œil. Julien connaissait déjà le nom de toutes les plantes de la serre. Mathis courait, dans les champs en imitant les oiseaux.
parfois suivi de l'une des poules qui avait décidé de s'attacher à lui. Le silence pesant qui régnait dans la maison quelques semaines auparavant s'était transformé en une forme d'harmonie, discrète. Ce matin-là, le ciel était d'un bleu éclatant. Étienne taillait des branches mortes près du puits, pendant que Claire étendait du linge frais sur une corde entre deux arbres. Les enfants jouaient à lancer des pierres dans un seau vide. Tout semblait parfaitement ordinaire, jusqu'au bruit d'un moteur sur le chemin de terre. Étienne se redressa, les mains couvertes de sueur. Peu de gens prenaient cette route. Il observa, plissant les yeux, une voiture sombre, poussiéreuse, approchait lentement. Lorsqu'elle s'arrêta devant la maison, son cœur se serra. Il a reconnu la silhouette avant même que la portière ne s'ouvre. Camille. Elle sortit du véhicule avec la même expression qu'elle avait eue la dernière fois qu'il l'avait vue. Droite, déterminée, les traits durs mais beaux, les yeux perçants. Elle portait un manteau sobre, un sac en bandoulière et son téléphone à la main. Elle regarda autour d'elle sans un mot, observant la cour, les enfants, la serre au loin. « Bonjour », dit-elle, la voix neutre. Étienne resta figé. Claire s'approcha, incertaine, et les enfants cessèrent de jouer. « Camille », murmura-t-il. Elle hocha la tête. « J'étais dans la région pour mon travail. J'ai eu envie de passer. » Il ne sut pas quoi répondre. Chaque mot semblait soudain trop lourd ou trop vide. Claire s'éclipsa discrètement avec les enfants, les guidant vers la serre. Camille s'avança vers la maison, posant les yeux sur chaque détail. Les outils nettoyés, les parterres désherbés, les rideaux changés. « Elle vit ici ?» demanda-t-elle sans détour. Étienne comprit tout de suite de qui elle parlait. « Elle s'appelle Claire. Elle est ici, depuis un peu plus d'un mois, avec ses 2 fils. Et tu ne m'as rien dit ?» Il hésita. « Je ne savais pas si tu voulais encore entendre parler de moi. » Camille sourit sans joie. « Ça, c'était avant. Maintenant, j'entends parler de toi dans le village. Tu fais parler. Ce n'est pas dans tes habitudes. » Ils s'assirent sur le banc en bois près du vieux figuier. Un silence inconfortable s'installa. « Tu sais, dit-elle, j'ai passé des années à me demander pourquoi tu avais toujours choisi cette terre plutôt que moi. Chaque fois que j'appelais, tu étais trop occupé avec une panne, une récolte, une réunion de coopérative. Tu ne venais pas à Paris. Tu ne posais pas de questions. » Étienne baissa les yeux. « J'avais peur, avoua-t-il. Peur de ne pas savoir comment te retrouver. Peur de te faire fuir encore plus. » Camille prit une inspiration. « Et maintenant, tu n'as plus peur. »« Si, mais différemment. J'ai peur de ne plus rien essayer. » Ils restèrent là longtemps, regardant le vent agiter doucement les branches. Puis Camille tourna la tête vers la serre. « Elle a l'air bien, cette Claire. Elle est forte, discrète. Elle ne demande rien, mais elle donne beaucoup. » Camille ne répondit pas. Elle se leva, s'approcha lentement de la serre, s'arrêta à l'entrée. Claire leva les yeux. Les 2 femmes se regardèrent un instant, sans hostilité. Camille entra. Les enfants lui adressèrent un petit salut timide. Julien tendit une feuille de menthe. Elle la prit, surprise, et la porta à son nez. Elle sourit enfin. « C'est bon, » dit-elle. Claire hocha la tête. « C'est lui qui l'a planté, » dit-elle, en désignant Julien. Étienne les regardait depuis l'extérieur. Pour la première fois depuis des années, il vit sa fille évoluer dans un espace qu'il avait façonné, sans rejet, sans colère. Il ne savait pas si cela durerait, mais c'était un début. Ce soir-là, Camille resta dîner. Le repas fut simple, chaleureux. Les enfants racontèrent des histoires. Mathis fit une grimace qui provoqua un éclat de rire général. Claire servit une soupe faite avec les premières récoltes de la serre. Camille complimenta le goût. Au moment de partir, elle s'arrêta sur le pas de la porte, regarda son père droit dans les yeux. « Je repasserai. » Étienne sentit sa gorge se nouer. Il ne dit rien, mais son regard était une promesse. Les jours suivants, la visite de Camille se déroulèrent sous un ciel incertain, oscillant entre lumière tiède et brume tenace. Étienne, d'ordinaire imperméable aux humeurs du ciel, se surprit à guetter chaque éclaircie comme un signe, un reflet de cette nouvelle réalité fragile. Camille avait dit qu'elle repasserait, mais elle n'avait rien promis. Et dans l'esprit d'un homme comme lui, même les promesses Claire avaient toujours semblé trop légères pour être vraies. Claire, elle, avait senti le poids de cette visite. Elle ne disait rien,
mais ses gestes étaient devenus plus lents, plus mesurés, comme si elle attendait un verdict silencieux, une décision extérieure qui allait trancher son rôle dans cette maison qui n'était pas la sienne. Elle n'avait pas peur. Claire ne cédait pas à la peur, mais elle gardait ses distances, respectueuse, vigilante. Elle savait ce que c'était, être perçue comme une intruse, même sans le vouloir. Un soir, alors qu'il s'occupait de trier les pots de la serre, Étienne s'arrêta un instant, observant Claire qui écrivait quelque chose sur un bout de papier. Elle classait les semis selon leur stade de croissance, préparait des étiquettes. Il la regardait avec cette même sensation étrange qu'il avait eue le premier jour, une femme qui faisait sans demander, qui réparait sans bruit. « Tu as déjà voulu retourner vers ta mère ?» demanda-t-il presque sans y penser. Claire leva les yeux. Le ciel rosissait derrière elle, et ses traits semblaient plus doux dans cette lumière. « Plusieurs fois, répondit-elle. Mais je n'ai jamais su comment faire le premier pas. Tu avais peur ? Oui, peur de la colère, peur du silence aussi, du fait qu'elle ait peut-être cessé de m'attendre. » Étienne hocha lentement la tête. Il comprenait. Camille aussi sans doute avait eu peur. Il l'avait vue ce jour-là. Elle marchait droite, mais ses mains trahissaient une tension. Et lui, dans son mutisme, avait trop longtemps renforcé cette distance. « Elle est en colère, dit-il, mais je crois qu'elle cherche quelque chose. » Claire reposa ses étiquettes, s'essuya les mains. « Elle est comme toi, dit-elle doucement. Elle a besoin de temps et de preuves. » Ils restèrent en silence, écoutant le vent qui glissait entre les rangées de pousses. Le lendemain, Camille revint. Elle arriva sans prévenir, comme la première fois. Cette fois, elle apporta un sac avec quelques livres pour les enfants, un paquet de biscuits et un petit pot de miel artisanal qu'elle avait trouvé sur la route. Elle embrassa brièvement son père sur la joue. Puis, naturellement, elle s'installa dans la cuisine et aida Claire à équeuter les haricots. Ce fut une journée étrange pour Étienne. Voir les deux femmes assises côte à côte, travaillant, ensemble dans un calme presque complice, lui donna l'impression de vivre dans une maison qu'il ne reconnaissait plus. Pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'elle respirait enfin. Dans l'après-midi, pendant que Claire occupait les enfants dans la cour, Camille et Étienne sortirent du marché. Ils descendirent le sentier qui menait à l'ancien champ de tournesol maintenant couvert d'herbes sauvages. « Elle a de la dignité, cette Claire, » dit Camille. « Oui, répondit Étienne, elle m'a appris beaucoup en très peu de temps. Et toi, tu as changé ?» Il la regarda. « Tu dis ça parce que j'ai nettoyé la serre ?» Elle sourit. Mais il y avait autre chose derrière son sourire. « Je dis ça parce que tu écoutes, tu regardes, tu partages, tu vis. » Ils marchèrent, encore un peu, puis s'assirent sur une pierre plate. « Tu sais, papa, j'ai longtemps cru que tu m'avais oublié, que tu avais choisi ta ferme, tes récoltes, tes dettes plutôt que moi. Chaque fois que je t'appelais et que tu répondais « Je suis occupé », je sentais que je comptais un peu moins. Étienne ne la coupa pas. Il l'écouta comme on écoute la pluie après une sécheresse. Et puis je suis venu ici. Et j'ai vu. J'ai vu que tu ne savais pas comment faire autrement, que tu n'avais pas les mots, pas les gestes. Mais tu avais le cœur. Elle tourna la tête vers lui. Claire t'a aidé à le montrer. Étienne sentit sa gorge se serrer. Il ne savait pas comment répondre. Il posa simplement sa main sur celle de sa fille et elle ne la retira pas. Le soir, ils dînèrent tous ensemble. Camille avait préparé une salade, Claire avait fait cuire des pommes au four. Les enfants riaient et Mathis raconta une blague qu'il avait inventée, incompréhensible mais hilarante. Après le repas, alors que les enfants dormaient, Claire resta seule sur le perron. Camille la rejoignit, une tasse de tisane à la main. « Merci, dit-elle. » Claire la regarda, surprise. « Pourquoi ? D'avoir tenu bon, d'avoir compris, mon père, d'avoir laissé une place sans la réclamer. »« Je n'ai rien fait d'extraordinaire, » répondit Claire. « Ça y est, tu as donné sans demander. Et ça, dans ce monde, c'est rare. » Elles restèrent là, ensemble, dans la nuit douce. Deux femmes blessées par des silences différents, réunies par une compréhension muette. Et dans la maison, Étienne s'endormit en sachant que, pour la première fois depuis des années, il n'était plus seul avec ses regrets. Le matin de la foire arriva avec une lumière éclatante et une brise douce qui faisait danser les branches en fleurs des cerisiers. C'était l'un de ces jours où l'air lui-même semblait renouvelé, où tout respirait le renouveau et les promesses. La foire de printemps de Saint-Hilaire n'avait jamais été un événement d'envergure,
Mais pour les habitants des environs, elle marquait une pause joyeuse dans le rythme rigide des saisons. On y venait pour vendre, acheter, saluer, mais surtout pour être vu. Et cette année, sans l'avoir prévu, Étienne et Claire allaient y faire leur retour. Tout avait commencé par une remarque en apparence anodine de Camille quelques semaines auparavant, alors qu'il triait les récoltes de la serre, carottes fines, bouquets de basilic, petits radis rouges et les premières salades. « Vous pourriez en vendre à la foire, dit-elle. Ce serait une bonne façon de montrer que la ferme vit encore. » Claire avait levé les yeux, hésitante. Étienne, lui, avait d'abord haussé les épaules. Mais l'idée avait germé. Peu à peu, l'idée d'exposer quelques produits, non pas pour l'argent mais pour la fierté, pour dire « nous sommes encore là » avait pris racine. Alors ce matin-là, ils chargèrent l'utilitaire. Une vieille table en bois, des cagettes pleines, des pots de confiture improvisés par Claire avec les pommes de l'hiver, quelques bouquets de menthe et de thym. Julien et Mathis, excités, comme jamais, avaient enfilé leurs vêtements les plus propres. Camille les accompagna jusqu'à la place du village, prenant soin de leur laisser l'espace de faire les choses à leur manière. Le stand de la ferme Moreau attira d'abord peu de monde. Les regards étaient prudents, certains encore teintés des jugements passés. Mais peu à peu, attirés par l'odeur du basilic frais et la présentation soignée, les passants commencèrent à s'arrêter. Une vieille dame goûta une fraise, leva les sourcils de surprise, puis en acheta un panier entier. Un homme à la barbe blanche demanda à Claire si elle vendait aussi des graines. Un groupe d'enfants s'agglutina autour des bocaux de confiture. Étienne observait en retrait, les bras croisés mais le regard brillant. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa présence solide derrière le stand parlait pour lui. Les gens se souvenaient de lui, du blé doré d'autrefois, de sa rigueur. Il voyait maintenant un homme revenu à la vie. Vers midi, un événement inattendu se produisit. La directrice de l'école du village, Madame Bouchard, s'arrêta devant le stand. Elle échangea quelques mots avec Julien, qui lui expliqua fièrement d'où venaient les radis. Elle sourit, échangea quelques phrases avec Claire, puis demanda si elle pouvait lui parler en privé. Elles s'éloignèrent quelques minutes. Quand Claire revint, son visage était à la fois surpris et troublé. « Elle m'a proposé un poste, dit-elle à Étienne. À l'école, une assistante pour le temps périscolaire. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un emploi. » Étienne ne répondit pas immédiatement. Il la regarda longuement, puis acquiesça. « Tu le mérites. » Elle hocha la tête, mais il voyait dans ses yeux que la décision ne serait pas facile. L'après-midi passa dans un tourbillon d'échanges, de rires, de poignées de main. Certains anciens voisins qu'Étienne n'avait pas vus depuis des mois vinrent lui serrer la main, acheter une botte de carottes, faire une remarque sur la qualité des herbes. Il sentit quelque chose se réparer, lentement, dans le tissu du village. Camille, elle, restait discrète mais attentive. Elle vit son père discuter avec un ancien associé. Elle vit Claire expliquer patiemment à une vieille femme comment entretenir le basilic. Elle vit Julien tendre un radis à un garçon de son âge comme une offrande. Et elle comprit, avec une émotion calme, que quelque chose avait bel et bien changé ici. En fin de journée, ils revinrent à la ferme, fatigués mais portés par une forme d'euphorie simple. La cuisine embaumait encore les odeurs de la veille et le repas fut improvisé mais joyeux. Claire s'assit près de la fenêtre, un thé à la main. Étienne, de l'autre côté de la table, triait les pièces de monnaie obtenues. « Tu vas accepter » demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas. Ce serait dans une autre ville. À 1 heure d'ici. Les enfants devraient changer d'école. Mais tu aurais un salaire, une stabilité. » « Oui. » Elle leva les yeux vers lui. « Et toi, tu ferais quoi si on partait ?» Il ne sut que répondre. Il n'avait pas prévu cette question. Il avait donné sans condition. Et voilà qu'il se retrouvait confronté à la possibilité de perdre ce qu'il avait appris à aimer. « Je ne sais pas, dit-il. » Claire hocha la tête. Elle comprenait. Elle aussi ne savait pas. Mais ce soir-là, malgré la fatigue, le doute et les futurs incertains, la maison était pleine. Pleine de voix, de rires d'enfants, de projets esquissés. Et au cœur de cette chaleur, chacun, sans le dire, savait qu'une décision allait bientôt devoir être prise. La proposition de Madame Bouchard s'était installée dans la maison comme une brise persistante, invisible mais toujours présente. Claire n'en parlait pas souvent, mais Étienne sentait que l'idée l'occupait, qu'elle tournait dans son esprit comme une graine prête à germer. Les enfants, eux, ne comprenaient pas l'enjeu. Julien parlait encore de la foire, des gens qu'il avait rencontrés.
Mathis, insouciant, chantait dans le jardin, mais Claire, silencieuse, observait plus souvent l'horizon. Le poste proposé se trouvait à Lannemezan, une ville à un peu plus d'1 heure de route. Un emploi stable, à temps partiel, mais avec la promesse d'une embauche complète à l'automne. L'école fournissait même un logement transitoire. Pour une mère seule, c'était plus qu'une opportunité. C'était une échappatoire, une certitude, une structure. Elle en parla un soir, pendant que Camille aidait les enfants à ranger les jouets. Étienne lisait un ancien calendrier agricole, plus par habitude que par intérêt. Claire s'approcha, les bras croisés. « Je pense accepter. » Il leva les yeux, figé. Elle le regardait droit dans les siens, sans agressivité, mais avec la droiture de quelqu'un qui n'attendait plus d'autorisation. « Je comprends, dit-il après un silence. Ce n'est pas contre toi ni contre ici. Mais je dois penser à Julien et Mathis. Ils ont besoin d'une école stable, d'un avenir. Moi aussi j'ai besoin de recommencer quelque part. »« Tu as déjà recommencé, répondit-il. »« Oui, ici, mais ce n'était pas censé durer. » Il baissa les yeux. Il savait qu'elle avait raison. Rien de tout cela n'avait été prévu. Ni l'hiver partagé, ni les semis dans la serre, ni les repas à 4 autour de la table. Et pourtant, ce qui n'était pas censé durer avait pris racine. « Tu sais, dit-il doucement, quand tu es arrivé, je ne pensais pas que j'étais encore capable de vivre autrement. Tu m'as réveillé, Claire, et je ne veux pas redevenir ce que j'étais. » Elle s'approcha, posa une main sur la table. « Tu ne redeviendras pas. Ce que tu as changé, c'est à toi maintenant, pas à moi. » Le lendemain, Étienne travailla, seul dans la serre. Il toucha les plants de tomates comme on caresse un souvenir. Il pensa à Camille, à Claire, aux enfants. Il pensa au vide que leur départ laisserait. Il avait déjà connu la perte, la solitude. Mais cette fois, c'était différent. Il n'était plus le même homme. Il resta plusieurs jours sans reparler de la décision. Claire préparait doucement les affaires. Elle ne voulait pas brusquer les enfants. Camille, témoin discrète, respectait les silences. C'est finalement Étienne qui parla le premier. Un matin, alors que Claire pliait des vêtements dans la chambre des invités, il frappa doucement à la porte. « J'ai réfléchi, dit-il. » Elle se retourna attentive. « Je ne veux pas que tu partes, Claire, pas parce que j'ai peur d'être seule, mais parce que je crois qu'on a bâti quelque chose ici, quelque chose qui mérite d'être poursuivi. » Elle ouvrit la bouche, prête à répondre, mais il la coupa. « Je ne vais pas te retenir, je sais que tu dois penser à toi, à eux, mais j'ai une idée. » Il marqua une pause, puis reprit « Il y a la vieille maison des ouvriers, près de Hangar. Elle est vide, mais la structure est bonne. Avec un peu de travail, elle pourrait devenir un vrai foyer. Indépendant. Pas une dépendance, pas une chambre d'invités. Ta maison. À toi. » Claire resta figée. Elle connaissait la maison. Une bâtisse simple de plein pied, abandonnée depuis des années. L'idée était folle, mais aussi étonnamment logique. « Tu me proposes de rester, mais pas sous ton toit. Je te propose de rester comme voisine, comme alliée, comme ce que tu voudras, sans obligation, sans dette. » Elle le regarda longuement. Il n'y avait pas de mensonge dans ses yeux, pas de calcul, juste une sincérité nue, presque fragile. « Et si je refuse, alors je t'aiderai à faire tes valises et je t'emmènerai moi-même à Lannemezan. » Elle se mit à rire, un rire bref mais plein. Puis elle s'assit sur le lit. « Il va falloir beaucoup de travaux. Je sais. Et les enfants? Je leur construirai une balançoire. » Elle ne répondit pas tout de suite, mais dans ses yeux, une réponse commençait à naître. Le soir venu, autour du repas, Claire annonça aux enfants qu'ils ne partiraient pas, qu'ils allaient s'installer dans la petite maison près de la serre. Julien sourit timidement. Mathis applaudit. Camille, elle, versa une larme silencieuse. Puis elle se leva, alla vers son père et l'enlaça longuement. « Tu as changé, dit-elle. Peut-être, mais pas seule. » Le mois de mai s'installa dans la vallée avec une générosité éclatante. Les collines prenaient des teintes de vert intense. Les fleurs sauvages tapissaient les sentiers et dans la serre, les plants s'épanouissaient sous les rayons filtrés du soleil. À la ferme Moreau, les journées se remplissaient de marteaux, de rires d'enfants et de poussière. Claire avait accepté la proposition d'Étienne et depuis lors, la vieille maison des ouvriers reprenait vie à un rythme nouveau. Le bâtiment, bien qu'abandonné depuis longtemps, gardait une ossature solide.
Étienne avait contacté un ancien collègue charpentier pour l'aider à refaire le toit. Claire, elle, passait ses journées à lessiver, poncer, repeindre. Julien peignait, les volets d'un bleu clair avec une application sérieuse. Mathis, quant à lui, s'était auto-désigné responsable des clous, ce qui signifiait qu'on le retrouvait souvent les poches pleines de vis rouillées et de boulons trouvés au hasard du terrain. Étienne avait rarement vu une transformation aussi rapide. Non seulement dans la maison, mais dans l'atmosphère même de la ferme. Il y avait des voix dans la cour, des allées et venues, des odeurs de peinture fraîche, de gâteaux cuits au four, de terre remuée. Il y avait aussi des regards, ceux de Claire plus confiants, ceux de Camille plus doux, et ceux des enfants, remplis d'une insouciance retrouvée. Camille venait maintenant presque chaque semaine. Elle n'avait pas tout dit sur sa vie à Paris, sur ses regrets ou ses blessures, mais elle avait cessé de se tenir à distance. Elle aidait à la cuisine, lisait des histoires aux garçons, partageait des souvenirs avec son père. Un soir, elle proposa de créer un petit potager à côté de la maison de Claire, un espace qu'ils appelleraient le jardin des enfants. Julien sauta de joie et Mathis exigea qu'il y ait des fraises. Un dimanche, alors qu'ils déjeunaient, tous ensemble sous un auvent de fortune installé près de la serre, Claire prit la parole. Sa voix était calme, mais ferme. « Je ne sais pas combien de temps je resterai ici. Je ne veux rien promettre. Mais je peux dire une chose. Je ne suis plus une passante. Cette maison, ce lieu, c'est devenu un choix. » Étienne baissa les yeux, touché. Camille, assise en face, hocha la tête, comme si elle comprenait la portée de ses mots. « Ce que tu construis ici, Claire, dit-elle, c'est plus solide que bien des choses qu'on croit éternelles. La maison des anciens ouvriers fut prête, plus vite qu'ils ne l'avaient imaginé. 2 pièces principales, une cuisine simple, une petite salle d'eau rénovée avec les moyens du bord. Claire y installa un tapis coloré trouvé dans une brocante, quelques livres, les dessins des enfants. Un soir, elle accrocha au mur un cadre avec une photo prise pendant la foire. Elle, Étienne, Camille et les 2 garçons. Aucun d'eux ne souriait exagérément, mais dans leur regard, on lisait la lumière. Étienne observa tout cela avec une retenue paisible. Il n'intervenait pas. Il proposait, aidait, soutenait. Mais il laissait Claire s'approprier l'espace. Il comprenait que cette indépendance était la condition de leur lien. Un lien fondé non pas sur le besoin, mais sur le respect. Quand le déménagement officiel eut lieu, c'est-à-dire le jour où les enfants passèrent leur première nuit dans la nouvelle maison, Étienne ne dormit pas tout de suite. Il resta assis sur le perron, écoutant les bruits familiers qui venaient maintenant d'un peu plus loin. Des pas d'enfants, une voix qui chuchote, une porte qui grince doucement. Ce n'était plus le silence qu'il avait connu, mais ce n'était pas non plus une perte, c'était autre chose. Une continuité, un écho d'eux, juste à côté. Le lendemain matin, Claire frappa à sa porte avec une miche de pain encore tiède. « C'est pour toi, premier pain de la maison. » Il prit le pain dans ses mains calleuses, sourit. Qu'il a l'air meilleur que tous ceux du village. Peut-être, mais tu l'as mérité. Ils s'assirent sur les marches, partagèrent le pain sans rien dire. Le soleil montait lentement, réchauffant les pierres, les toits, les visages. Camille les rejoignit plus tard, un café à la main. Elle s'installa à leur côté, les enfants déjà repartis jouer près du jardin. « On pourrait organiser un déjeuner avec les voisins, dit-elle. Montrer que la ferme est de nouveau en vie. Tu penses qu'ils viendront ?» demanda Claire. « Je crois que oui, ils ont besoin de voir. Et vous êtes la preuve que les choses changent ?» Étienne acquiesça. Il n'avait plus peur du regard des autres. Il savait désormais que ses racines n'étaient pas seulement dans la terre, elles étaient dans les liens qu'il avait tissés, les gestes posés, les silences habités. Et ces racines, il les sentait s'ancrer de nouveau, fortement, doucement, définitivement. Le soleil de juin s'étirait sur les collines avec une lenteur bienveillante. Chaque matin, la lumière entrait un peu plus tôt par les fenêtres, caressait les rideaux et réveillait la vie doucement, sans heurte. À la ferme Moreau, rien n'était spectaculaire, mais tout vibrait d'une simplicité nouvelle. Le silence d'autrefois avait été remplacé par les sons d'une vie partagée, des rires d'enfants dans la cour, des voix discrètes. À travers les murs, le cliquetis des outils, le grincement de la balançoire qu'Étienne avait construite pour Mathis et Julien. Le déjeuner avec les voisins, organisé par Camille, fut un succès inattendu. Une vingtaine de personnes s'étaient déplacées, curieuses et ouvertes.
On apporta des tartes, des bouteilles de vin, des salades faites maison. Claire, d'abord réservée, s'était révélée dans le rôle de l'hôtesse naturelle. Elle parlait peu, mais chaque geste trahissait une chaleur discrète. Les enfants couraient entre les tables, Camille riait avec une ancienne institutrice, et Étienne, debout près du vieux figuier, observait tout cela comme un homme qui découvre qu'il n'a pas tout perdu. Un homme ce jour-là l'approcha discrètement. C'était Lucien, un viticulteur de la région, connu pour sa franchise un peu rude. « Je ne voulais pas venir », dit-il en remplissant son verre. « On pensait tous que t'avais perdu la tête, Étienne. Une femme tombée du ciel, 2 gosses, une maison vide. Mais t'as fait ce qu'on n'a pas osé faire, t'as rouvert ta porte. » Étienne ne répondit pas, mais il hocha la tête. Ce n'était pas un compliment qu'il cherchait, juste cette reconnaissance silencieuse. Il avait pris un risque, et ce risque avait fleuri. À la fin du repas, Julien lut un petit texte qu'il avait écrit à l'école, une courte description de la ferme, des plantes de la serre, de la balançoire et de Monsieur Étienne qui sait tout sur les graines. L'assemblée applaudit doucement. Claire avait les yeux brillants. Camille posait une main discrète sur l'épaule de son père. Étienne, lui, resta figé un instant, puis se leva et embrassa le garçon sur le front. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Les jours passèrent, emplis de routines calmes et de petites avancées. Claire travaillait à la ferme, mais aussi bénévolement 2 fois par semaine à la bibliothèque du village. Elle songeait encore à l'emploi proposé à Lann Mézanne, mais elle le regardait maintenant avec une distance sereine. Elle avait compris qu'une stabilité ne se résumait pas à un contrat, mais à un ancrage. Et elle avait trouvé cet ancrage, ici. Camille venait plus souvent. Elle n'évoquait plus Paris qu'en passant, comme un ancien chapitre. Elle aidait dans la serre, proposait des idées pour moderniser l'activité. Elle parlait même, à voix basse, d'ouvrir un petit gîte rural avec son père, utilisant une dépendance inutilisée. Étienne, d'abord réticent, écoutait. Il ne disait ni oui ni non, mais il était là. Et cela suffisait. Un soir, alors qu'ils dînaient tous ensemble dehors, Claire observa le ciel rougeoyant et dit doucement « Tu te rends compte, Étienne ? Si tu ne t'étais pas arrêté ce jour-là, » il sourit. « J'y pense souvent, mais ce n'est pas moi qui ai tout changé. C'est ce que vous avez fait en acceptant de rester. »« Ce qu'on a fait, » corrigea Camille. Mathis, qui mâchait une fraise, leva les yeux. « Et maintenant, on vit ici pour toujours ?» Tout le monde rit. Claire caressa doucement les cheveux de son fils. « On vit ici aujourd'hui. Et c'est déjà beaucoup. » La nuit tomba sur la ferme paisiblement. Les enfants s'endormirent vite, le ventre plein et l'esprit tranquille. Camille resta un peu plus tard que d'habitude, discutant à voix basse avec son père sur le perron. Claire rangeait la cuisine, une habitude devenue naturelle. Avant d'aller se coucher, Étienne s'arrêta devant la serre. Il entra dans l'air tiède encore chargé d'humidité. Les rangées de légumes formaient une sorte d'ordre silencieux, un monde qu'il connaissait, mais qu'il redécouvrait. Il posa la main sur une tige de tomates. Elle était ferme, vivante, comme lui. Il ressortit, marcha lentement vers la petite maison. Il aperçut par la fenêtre Claire lisant un livre à Mathis, la lumière dorée flottant sur leur visage. Julien dormait déjà, une peluche serrée contre lui. Étienne se retourna, regarda sa propre maison, puis leva les yeux vers le ciel clair. Il n'avait plus peur du lendemain. Il n'attendait plus de miracle, mais il croyait désormais au geste simple, à la force d'un accueil, à l'écho d'un choix. Il avait sauvé une femme et 2 enfants, pensait-on, mais en vérité, c'était eux qui l'avaient sauvé. Le cycle de la vie, comme celui des saisons, avait repris. Et cette fois, il avait décidé d'y appartenir pleinement.